Après mes 60 ans, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les gestes les plus simples de la vie quotidienne, comme porter un sac de course ou monter 2 étages, semblaient tout à coup demander un effort démesuré. Je me sentais parfois essoufflé après quelques pas, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Ce n'était pas seulement une question de fatigue, c'était une sensation sourde de perte de contrôle, une atteinte à ma confiance et à mon indépendance. En France, beaucoup de personnes âgées vivent ce même sentiment sans oser l'avouer, persuadées que la faiblesse musculaire fait partie du destin inévitable de la vieillesse. Mais au fond de moi, une petite voix me répétait que cette explication était trop facile, qu'il devait y avoir une autre vérité cachée. Et si le corps, même après 60 ou 70 ans, avait encore la capacité de se régénérer, de retrouver une partie de sa force et de son énergie, cette idée m'a donné la curiosité et l'élan d'explorer plus loin. Avec le temps, j'ai découvert que ce phénomène avait un nom, la sarcopénie. Derrière ce terme scientifique se cache une réalité brutale. À partir d'un certain âge, nos muscles commencent à disparaître lentement, presque en silence. Ce n'est pas une maladie, mais un processus naturel lié au vieillissement. Pourtant, ce processus peut s'accélérer si nous ne faisons rien. Les médecins expliquent qu'après 60 ans, nous perdons entre 3 et 8 de notre masse musculaire par décennie. Cela paraît peu, mais en 20 ans, ce sont des jambes autrefois solides qui deviennent instables, des bras autrefois puissants qui ne parviennent plus à soulever le moindre poids. Ce déclin est accentué par plusieurs facteurs. La chute des hormones comme la testostérone et l'œstrogène, la peur du mouvement qui conduit à l'inactivité, une alimentation trop pauvre en protéines, le manque d'hydratation et surtout des nuits de sommeil écourtées qui empêchent la régénération. Ce cocktail transforme petit à petit des corps dynamiques en silhouettes fragiles. Ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas seulement les conséquences physiques, mais aussi les répercussions psychologiques. Quand on perd sa force, on perd un peu de sa liberté. On hésite à sortir de peur de tomber, on décline les invitations parce qu'on se sent fatigué, on évite même de demander de l'aide pour ne pas déranger. La faiblesse musculaire devient alors une prison invisible qui enferme l'individu dans la solitude. En France, beaucoup de seniors redoutent de devenir un fardeau pour leurs enfants. C'est cette honte silencieuse, plus encore que la douleur physique, qui ronge l'estime de soi. J'ai compris qu'il fallait briser ce cercle vicieux, qu'il fallait redonner aux personnes âgées les moyens de se sentir fortes, utiles et dignes. Heureusement, la nature nous offre des solutions simples, accessibles à tous. La première consiste à revoir notre assiette. Les muscles se nourrissent de protéines et après 60 ans, il devient vital d'intégrer quotidiennement des aliments riches en protéines faciles à digérer. Œufs, légumineuses, poissons, viande maigre, produits laitiers allégés. En y ajoutant des fruits, des légumes et des oléagineux, on fournit au corps vitamines, minéraux et antioxydants qui facilitent la réparation musculaire. Le deuxième pilier est l'activité physique douce mais régulière. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais de marcher chaque jour, de se lever et de s'asseoir plusieurs fois d'affilée, de soulever de petites bouteilles d'eau, d'utiliser des bandes élastiques. La constance, plus que l'intensité, est la clé de la réussite. Le troisième pilier est le sommeil. Pendant la nuit, le corps libère des hormones de croissance qui réparent les fibres musculaires. Sans sommeil profond, la régénération est impossible. Enfin, le quatrième pilier, souvent négligé, ce sont les plantes médicinales. Elles contiennent une puissance naturelle insoupçonnée qui peut soutenir la circulation sanguine, réduire l'inflammation et renforcer la vitalité. C'est en explorant ce dernier pilier que j'ai découvert ce que j'appelle le trio magique des tisanes. 3 infusions simples, connues de tous, mais dont les vertus sont sous-estimées. La première, c'est le thé vert. En France, on le boit souvent pour rester alerte, mais peu savent qu'il protège aussi les muscles grâce à ses antioxydants puissants, notamment le GCG. Il ralentit la perte musculaire, stimule l'énergie sans nervosité,
améliore la circulation sanguine et aide à maintenir un poids stable. La deuxième, c'est la tisane au gingembre. Épice chaude et vivifiante, le gingembre réduit les inflammations qui minent les articulations et les muscles, améliore la circulation et soulage les douleurs après l'effort. Enfin, la camomille, douce et apaisante, favorise un sommeil profond et réparateur, ce moment précieux où les fibres musculaires se reconstruisent. 3 tasses, 3 moments de la journée, une tasse de thé vers le matin, une infusion de gingembre après une promenade, une tisane de camomille avant de dormir. Ces gestes simples créent une routine capable de transformer la vie. Aujourd'hui, je peux témoigner de ce changement. Non, je ne suis pas redevenu un athlète, mais j'ai retrouvé une stabilité, une énergie et surtout une confiance que je croyais perdue. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une discipline douce qui, jour après jour, redonne de la force au corps et de la sérénité à l'esprit. J'aimerais que chaque personne qui m'écoute comprenne que la faiblesse n'est pas une fatalité. Le corps, même âgé, peut répondre si on lui donne les bons outils. Et maintenant, je vous pose une question pour éveiller votre curiosité. Pensez-vous que la perte musculaire après 60 ans est une fatalité inévitable? Répondez en commentaire. A. Oui, on ne peut rien y faire. B. Non, avec une bonne hygiène de vie et les bons gestes, on peut inverser le processus. J'attends vos réponses. Partagez aussi vos expériences et vos conseils, car c'est ensemble que nous construisons une communauté forte et solidaire. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos avec des solutions naturelles et efficaces pour vieillir en pleine santé, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Après avoir compris que la perte musculaire n'était pas une fatalité, mais bien une conséquence du temps et de nos habitudes, j'ai commencé à observer autour de moi. Ce qui m'a frappé, c'est que certains de mes amis du même âge vivaient une vieillesse très différente de la mienne. Jacques, par exemple, avait 70 ans et semblait toujours alerte, capable de marcher des kilomètres sans se plaindre. Marie, de son côté, continuait à jardiner chaque jour, soulevant des arrosoirs lourds, comme si les années n'avaient pas de prise sur elle. En les regardant, je me suis demandé pourquoi certains conservent-ils leur force quand d'autres la perdent si vite. La réponse n'était pas un mystère médical, mais une combinaison subtile d'habitudes de vie, d'alimentation, de mouvement et surtout d'un état d'esprit. J'ai réalisé que très souvent, ce ne sont pas seulement les muscles qui s'affaiblissent, mais la volonté de les entretenir. Dans nos sociétés occidentales, et en particulier en France, on associe trop vite l'âge au repos forcé. On entend souvent « à ton âge, il faut faire attention, il faut éviter les efforts ». Mais cette prudence mal placée, c'est parfois le début du déclin. Plus on se protège de l'effort, plus on prive son corps du signal dont il a besoin pour rester vivant et fort. C'est un piège silencieux. La peur de la douleur nous empêche d'agir, et en agissant moins, nous devenons encore plus vulnérables. À partir de ce constat, j'ai commencé à réfléchir à mes propres habitudes. J'avais réduit mes portions de repas, pensant qu'avec l'âge, mon corps avait besoin de moins. Mais en vérité, je lui enlevais les briques essentielles pour reconstruire mes muscles, les protéines, le fer, le zinc, toutes ces petites choses invisibles qui maintiennent nos tissus en vie. J'avais aussi négligé l'importance de l'eau. En vieillissant, on a moins soif, mais les muscles, eux, ont toujours besoin d'hydratation pour fonctionner. En me privant inconsciemment, je me mettais des chaînes invisibles. C'est alors que j'ai compris qu'il fallait changer de regard. Au lieu de voir mes muscles comme une part de moi condamnée à disparaître, j'ai choisi de les considérer comme une ressource vivante, capable de renaître si je leur offrais ce dont ils avaient besoin. Ce n'était pas une illusion. Des études sérieuses montraient que même après 70 ans, on pouvait reconstruire du muscle. Mais il fallait oser réapprendre à se nourrir, à bouger, à s'écouter avec bienveillance et à se reposer. Ce cheminement m'a transformé intérieurement. Je n'ai pas seulement retrouvé la force de monter les escaliers ou de porter mes courses, j'ai surtout retrouvé la conviction que je pouvais rester acteur de ma vie. La fragilité n'était pas une condamnation,
mais un signal d'alarme. Et ce signal, je pouvais y répondre, pas en me résignant, mais en choisissant chaque jour des gestes simples qui redonnent de la vigueur et de la confiance. Cette prise de conscience fut pour moi comme une renaissance. Elle a ouvert la porte à la découverte des solutions concrètes, des remèdes naturels et des habitudes de vie qui allaient me permettre non seulement de stopper ce déclin, mais aussi de reconstruire pas à pas un corps capable de me soutenir encore longtemps. Très vite, une idée s'est imposée à moi. Si mes muscles pouvaient renaître, alors je devais leur redonner une chance, comme on redonne vie à un vieux jardin laissé à l'abandon. Mais par où commencer? Je me suis souvenu d'un après-midi chez mon voisin Jacques. Nous étions assis sur sa terrasse et malgré ses 70 ans passés, il portait sans peine des pots de fleurs lourds que je n'aurais même pas osé soulever. Intrigué, je lui ai demandé son secret. Il a souri simplement et m'a dit: ce n'est pas un secret, c'est une habitude. Chaque jour, je bouge un peu, je bois mes tisanes, je mange comme si mes muscles avaient encore 20 ans. Ces mots résonnaient comme une leçon de sagesse que je n'avais jamais vraiment comprise jusque-là. À partir de ce jour, j'ai décidé de tester, pas à pas, une nouvelle approche. Le matin, au lieu de me contenter d'un café noir et d'un morceau de pain sec, j'ai ajouté un œuf, un peu de fromage blanc et quelques noix. Ce simple geste me donnait une énergie différente. Je me sentais moins lourd, plus stable, comme si mon corps me remerciait en silence. L'après-midi, j'ai remplacé mes longues siestes alourdissantes par une petite marche dans le parc. Au début, mes jambes tremblaient, mes genoux craquaient, et chaque banque sur mon chemin me semblait d'une tentation. Mais je m'accrochais. 10 minutes sont devenues 15, puis 20, et un jour, sans m'en rendre compte, j'ai fait le tour complet du parc. Ce fut une victoire modeste, mais immense pour mon moral. Ce n'était pas qu'une question de discipline, c'était une question de confiance retrouvée. Je me suis mis aussi à boire du thé vert le matin, conseillé par ma fille de médecin. Elle m'avait expliqué que cette infusion n'était pas seulement bonne pour le cœur, mais qu'elle protégeait aussi les muscles en luttant contre l'inflammation. Au début, j'étais sceptique, mais très vite, je me suis aperçu que mes douleurs matinales aux cuisses s'estompaient. C'était comme si chaque gorgée lavait doucement mes muscles fatigués. Un autre changement fut mon sommeil. Avant, je me couchais tard, je regardais la télévision sans fin et mes nuits étaient hachées. Puis, j'ai redécouvert le rituel d'une tisane de camomille avant de dormir. La première nuit, j'ai dormi d'un seul trait, chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Le matin suivant, j'avais l'impression d'avoir rajeuni. Mes pas étaient plus fermes, mes pensées plus claires. J'ai compris alors que le sommeil était une arme redoutable contre la fragilité. Ces parcours, loin d'être parfaits, m'ont fait comprendre que chaque petit geste compte. On n'a pas besoin de courir un marathon ni de soulever des poids énormes. Ce qu'il faut, c'est réveiller le corps, le nourrir, l'écouter et le respecter. Chaque tasse de thé, chaque marche lente, chaque repas équilibré devenait une déclaration d'amour envers moi-même. Et peu à peu, mes muscles ont répondu. Je pouvais de nouveau monter mes escaliers sans m'arrêter, porter mes courses sans demander d'aide, et surtout, je pouvais regarder mes petits-enfants jouer sans me sentir spectateur impuissant. J'étais redevenu un acteur de ma propre vie. Je me souviens très bien du moment où j'ai réalisé à quel point la vigilance était devenue une nécessité dans ma vie quotidienne. Ce n'était plus seulement une question de santé, mais de protection contre un monde extérieur parfois menaçant. Une après-midi d'hiver, j'ai reçu un appel inattendu. Une voix polie, rassurante, me disait qu'un problème technique avait été détecté sur mon ordinateur et qu'il fallait agir immédiatement. Sur le moment, mon cœur s'est accéléré, mes mains ont commencé à trembler. Et si mes informations personnelles étaient en danger? Si mes économies disparaissaient en quelques clics? Mais quelque chose en moi m'a dit de raccrocher. J'ai pris une grande respiration et j'ai décidé de ne pas céder à la panique. Le lendemain, j'ai appris que plusieurs voisins, tous âgés, avaient reçu le même appel et que l'un d'entre eux avait malheureusement donné accès à son compte.
Il avait perdu une partie de ses économies en quelques heures. Ce fut pour moi un choc, mais aussi une prise de conscience. Il fallait que je sois prêt à reconnaître ces pièges pour protéger non seulement mon argent, mais aussi ma dignité et ma tranquillité. À partir de ce jour, j'ai commencé à partager mes expériences avec mes amis du quartier. Ensemble, nous avons échangé nos histoires, nos doutes, nos erreurs. J'ai découvert que beaucoup d'entre nous avaient déjà été confrontés à des situations similaires. Un faux courrier d'assurance santé, un message suspect de livraison de colis ou encore un prétendu investisseur qui promettait des rendements incroyables. Ce qui me frappait le plus, c'était le mélange de honte et de silence qui entourait ces histoires. Comme si, en se faisant piéger, on devait se sentir coupable. Mais j'ai compris que ce n'était pas la faute des victimes. Ces escroqueries sont construites pour manipuler nos émotions, nos peurs et même notre désir de faire confiance. Alors j'ai pris une décision. Au lieu de subir, je voulais transformer cette peur en force. J'ai commencé à me documenter, à lire des articles, à écouter des conférences en ligne pour comprendre les méthodes utilisées par ces arnaqueurs. Plus j'apprenais, plus je me sentais armé. Je ne voulais plus être un simple spectateur vulnérable, mais un acteur conscient, capable de me défendre et d'avertir les autres. Un soir, lors d'un dîner familial, j'ai expliqué à mes petits-enfants ce qu'était une fausse page Internet et comment la reconnaître. Leurs yeux pétillaient d'étonnement. Eux qui pensaient que c'étaient toujours les plus jeunes qui devaient protéger les anciens. Ce jour-là, j'ai senti une fierté immense. J'étais encore capable d'apporter quelque chose, d'être utile, non seulement pour moi, mais pour ma famille et ma communauté. Depuis, chaque fois que je parle de ces dangers, je sens une force nouvelle m'habiter. La vieillesse n'est pas synonyme de fragilité absolue. Elle est peut-être une école de vigilance, une période où l'on devient gardien non seulement de sa propre vie, mais aussi de celle des autres. Car partager ses connaissances, c'est bâtir un mur collectif contre la manipulation et la fraude. Et plus je racontais, plus je voyais des regards se relever, des sourires revenir. Ensemble, nous n'étions plus des cibles isolées, mais une communauté consciente, prête à se protéger et à se soutenir. Et c'est là que j'ai compris. La vigilance n'est pas une prison, c'est une liberté retrouvée. Je dois vous avouer que, longtemps, j'ai cru que la vieillesse serait une pente douce vers la fragilité et la dépendance. Pourtant, après tout ce que j'ai traversé, je réalise aujourd'hui que l'âge peut aussi être un espace de reconquête, une étape où l'on reprend en main ce que la peur ou l'ignorance nous avaient fait perdre. Quand je repense à ce voisin qui avait vu ses économies disparaître en quelques heures, je comprends que ce n'était pas seulement son argent qu'on lui avait volé, mais aussi sa confiance, son sentiment de sécurité. Ce fut un électrochoc pour moi, mais aussi une leçon. Car à partir de ce jour-là, j'ai décidé que ma vulnérabilité ne devait plus être une faiblesse, mais une invitation à cultiver une vigilance éclairée. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire que j'ai parfois douté, que j'ai failli tomber dans le piège de ces escrocs habiles. Ces instants de fragilité sont devenus mes plus grands maîtres. Ils m'ont appris à observer, à prendre du recul, à m'informer, mais surtout à partager. Parce qu'au fond, c'est dans le partage que nous trouvons notre véritable force. En racontant mes erreurs à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes amis, j'ai découvert qu'ils en faisaient autant avec moi. Ils m'ont ouvert les yeux sur des dangers auxquels je n'aurais jamais pensé, et en retour, je leur ai offert l'expérience et la prudence que seuls les ans peuvent apporter. C'est ainsi qu'un cercle de protection s'est créé autour de moi, un cercle fait de paroles, de confiance et d'entraide. Et je crois que c'est là le véritable trésor que l'âge peut nous offrir. Nous ne sommes pas condamnés à subir les coups du destin, à craindre chaque appel inconnu ou chaque message suspect. Nous pouvons choisir d'apprendre, de nous renforcer et d'avancer ensemble, plus lucides, plus soudés. Chaque fois que je reçois un appel douteux, je ne ressens plus la même panique. Je prends une inspiration profonde, je souris et je raccroche. Non pas par peur, mais par force.
car je sais que derrière moi, il y a une communauté de personnes âgées comme moi qui refusent d'être des victimes silencieuses. Je veux que mon histoire serve d'exemple, pas pour inspirer de la pitié, mais pour rappeler que chacun de nous, quel que soit son âge, a la possibilité de transformer ses faiblesses en armes de sagesse. Si mes mots peuvent empêcher ne serait-ce qu'une seule personne de tomber dans un piège, alors tout ce parcours aura eu un sens. Alors je vous le dis avec le cœur. Ne vous laissez pas voler ni votre argent, ni votre dignité, ni votre confiance. Le monde peut être rempli de pièges, mais il est aussi plein de lumière. Et cette lumière, nous la portons en nous. Chaque fois que nous décidons de rester vigilants, chaque fois que nous osons partager nos expériences, chaque fois que nous refusons de céder à la peur. C'est ainsi que je choisis de vivre ma vieillesse, non pas comme un déclin, mais comme une conquête de liberté, de dignité et de paix intérieure. En repensant à tout ce chemin parcouru, je comprends que le plus grand danger n'était pas seulement la ruse des escrocs, mais la peur silencieuse qui nous empêche de parler, de demander conseil, de partager. La véritable protection commence dans nos propres choix, oser dire non, vérifier avant d'agir et surtout ne jamais rester seul face aux menaces. Car l'âge ne doit pas être un fardeau, mais une force, celle de la lucidité et de l'expérience. Ce que j'ai appris, je veux le transmettre. Chaque piège évité, chaque parole échangée devient un bouclier pour nous et pour nos proches. Et si nous restons unis, alertes et confiants, aucun escroc ne pourra nous voler ce qui fait notre richesse la plus précieuse, notre dignité et notre tranquillité. La leçon est claire. La vigilance est un art de vivre et chacun peut la cultiver dès aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous recevez un appel suspect, souvenez-vous de ces histoires. Respirez, observez, vérifiez et surtout parlez-en. Ensemble, nous pouvons transformer la peur en force et faire de l'âge non pas une fragilité, mais une victoire quotidienne. Petite question pour vous. A. Vous avez déjà reçu un appel ou un message suspect. B. Vous n'avez jamais encore vécu ce type d'expérience. Notez A ou B dans les commentaires pour que nous voyions combien d'entre nous ont déjà été confrontés à ces pièges. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles astuces personnelles utilisez-vous pour éviter les arnaques? Partagez vos idées en commentaire. Elles pourront sauver quelqu'un d'autre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils pratiques et inspirants. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à créer des contenus utiles et protecteurs pour tous les seniors.